Je suis vraiment un fanboy du début à la fin. Mais donc là, ça va être une présentation qui est vraiment très peu pragmatique sur l'utilisation d'OCaml professionnellement, puisqu'on va parler d'Oxygen, qui est le meilleur framework web du monde. Donc dès que je peux commencer, Magnifique. Merci à toutes et tous d'être ici. Comme je n'ai que 25 minutes, ce qui est une durée extrêmement petite et ce qui est particulièrement honteux au vu du temps alloué aux gens qui font du Rust, je vous demanderai de ne pas... d'habitude, j'aime bien la présentation un peu interactive et tout ça, et là, ça va être un peu compliqué. Donc, je vous proposerai de poser des questions après. C'est une présentation qui est pas du tout technique. Donc, l'idée, ça va vraiment être de faire de la fouille épistémologique. On va s'intéresser à, pour moi, le quadriciel de développement d'applications web le plus excitant de l'histoire, qui s'appelle Oxygen. Donc, Oxygen pour OCaml Site Generator. Rien que le nom est incroyable. Hein. Je pense qu'on peut féliciter les gens qui ont créé Oxygen. Et donc, on va un peu voir l'histoire, les motivations, les forces et les faiblesses. Parce qu'en fait, Oxygen, c'est un projet qui est super intéressant. Et il n'est pas juste intéressant dans les fonctionnalités qu'il offre, il est très intéressant dans la manière dont il a été conçu. Ok. Donc, je m'appelle Xavier Neustein, je travaille chez Tarides, où on travaille, entre autres, sur l'écosystème d'outillage et un peu le compilateur OCaml. Alors, certaines personnes pensent qu'on est une boîte qui est vraiment mariée avec OCaml, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, on a une boîte de prestation de services, et on utilise pour chaque problème le langage le plus adapté. Mais il se trouve que c'est toujours OCaml, le langage le plus adapté. Donc voilà. Et j'ai un site web dont l'adresse est xvw.lol. Très facile à retenir. Donc c'est une présentation sans code. Principalement parce qu'il y a relativement peu de gens qui font du camel. Et donc on est obligé de venir sur des détails syntaxiques. Et moi j'adore faire ça aux présentations. Je vois du code et je comprends pas la syntaxe. Et donc c'est une merde de faire perdre du temps. Et comme je n'ai que 25 minutes, je préfère ne pas perdre du temps sur de la syntaxe. Donc on va parler de concepts, d'idéologie et de la manière de concevoir le meilleur framework web du monde. Donc, quand je dis comprendre un modèle web alternatif, c'est assez intéressant parce qu'on a des convictions très très fortes sur comment concevoir une application web. Et en général, ces convictions, elles viennent essentiellement du fait qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire des applications web. Et donc très souvent, on prend des manières de programmer qui sont un petit peu cassées, on les adapte au web. Comme on travaille avec un navigateur web qui n'est pas spécialement consistant, qui n'a pas spécialement de normalisation, qu'on a un langage JavaScript qui est un peu particulier, on considère qu'en fait le web, c'est un peu un endroit dans lequel on peut faire un peu n'importe quoi. Et on accepte de programmer avec des idiomes qui sont extrêmement compliqués. Et on va comprendre ce qui amène à ce modèle. Est-ce que les gens qui font du camel sont tellement plus intelligents qu'ils ont réussi à passer au travers des écueils de la programmation web comme étant le terrain de toute expérimentation? Et alors, je pense que les gens qui conçoivent OCaml et qui conçoivent des frameworks OCaml sont généralement bien plus brillants que la moyenne. Moi, je suis juste un utilisateur d'outils OCaml, donc moi, je fais partie des gens qui sont très heureux de travailler avec le travail de gens très brillants. Et un exemple de success story OCaml, c'est comme le langage Rust, qui historiquement a été écrit en camel. On va essayer de comprendre les grandes fonctionnalités et en quoi ça diffère du modèle de programmation web classique. Puis après, je vais faire la promotion de OCaml implicitement pendant toute cette présentation parce que OCaml, c'est vraiment un langage super cool. Et en plus, on a un support éditeur vraiment extraordinaire. Donc, je travaille sur ce support éditeur. Donc, ce qui fait que le code que j'ai écrit sert à au moins 7 personnes, dont une est présente ici, ce qui est magnifique. Et puis, on va partager mon amour pour Oxygen parce que c'est vraiment une brique historique de l'écosystème OCaml qui a été extrêmement utile. Et pourtant, le framework est relativement peu utilisé. Donc là, on a une petite mise en contexte. Ça, c'est le plan. On va d'abord parler un peu de l'histoire. Puis après, on va voir quelques fonctionnalités. Et alors, on va s'intéresser au terme multitiers. Alors ça, c'est assez rigolo parce que très souvent, on considère qu'une technologie peut être ou multitiers ou tierless, et c'est la même chose. Ce qui est un peu frustrant parce qu'on peut se dire multitiers, donc avec plusieurs tiers, ou tierless sans tiers. Ça dénote exactement le même modèle de programmation. En fait, c'est parce que c'est une question de point de vue. En gros, quand on crée des modules Oxygen, quand on crée un module dans un système de programmation multitiers, on assemble plusieurs tiers dans un seul langage. Donc, comme on assemble plusieurs tiers dans un seul langage, on n'a pas de tiers. Ok? Magnifique. Hein. Alors, les gens pourraient dire, la terminologie n'est pas très très claire. Allez dire ça aux gens qui ont décidé d'appeler JavaScript isomorphique pour dire qu'il s'est exécuté côté client et côté serveur avec les mêmes structures de données. Ça n'a aussi peu de sens que multitiers et tierless. Donc, c'est un framework qui, malgré le fait que j'ai dit qu'il avait été très peu utilisé, il a quand même été utilisé dans un contexte industriel, donc l'implémentation d'un réseau social dédié au sport qui s'appelait Bisport. La boîte a malheureusement fait faillite, mais ce n'était pas du tout à cause de Camel. C'était principalement parce que les gens ne font plus de sport au XXIe siècle. Donc, on va voir les fonctionnalités, puis après, on va conclure. Et on va aussi râler un peu sur les manières de faire du web actuellement. Ok? Pas de questions? Magnifique. Donc, alors, toute l'histoire d'Oxygen commence en 2003. Et alors en 2003, le web, c'est un peu les balbutiements quand même. Alors, c'est déjà utilisé depuis très longtemps, les gens vont dire, oh, ça fait presque 20 ans que le web existe. Mais en fait, la manière de faire des applications web est quand même assez complexe. On utilise des trucs comme du CGI, ou alors des servlets, qu'on peut implémenter dans n'importe quel langage. Le JavaScript, c'est vraiment marginal. Il y avait un site extraordinaire qui s'appelait editorjavascript.com, dont le script le plus populaire permettait de faire suivre du texte à la souris. Donc, ça démontrait à quel point JavaScript était marginal.
La manière d'avoir des clients riches et de l'interactivité complexe était essentiellement faite par Flash, qui était une machine virtuelle propriétaire. Mais il y avait quand même quelques frameworks un peu avant-gardistes. Et donc là, j'en ai mis 2, mais il y en avait probablement plus. Il y avait Seaside, qui était un environnement de développement Smalltalk, qui avait proposé des idées de navigation qui étaient très intéressantes, comme la navigation par continuation, qu'on va voir un peu après. Et alors Hop, c'est incroyable. C'est un projet de Sophia Antipolis. Ils ont tout écrit en Lisp. Ils ont inventé un truc qui s'appelait server.addEventListener côté client. Extraordinaire. Et puis comme ils n'avaient pas d'utilisateur parce que c'était du Lisp, un scheme, ils se sont dit on va réimplémenter Node.js en scheme avec la syntaxe Node.js. Donc ça veut dire qu'ils maintiennent leur propre implémentation de JavaScript pour avoir un framework qui était incroyablement futuriste. Pour ma part, je ne m'en suis jamais servi. Et on verra qu'Oxygène partage beaucoup de concepts avec Hop. Et là, il y a 2 chercheurs, Vincent Balla et Jérôme Vouillon. Alors Jérôme Vouillon, je pense qu'il déteste quand on le limite à ça, mais c'est le O de OCaml, puisque Camel, c'est un langage qui sert à décrire un assistant de preuve. Et donc le O de OCaml veut dire objective. Camel, ça veut dire Categorical Abstract Machine Language. La partie catégorical n'est plus du tout utilisée dans le compilateur OCaml, mais ça permet de faire semblant qu'on parle de théorie des catégories quand on parle de Camel, ce qui est très bien. Et le modèle objet de Camel, il est souvent boudé par les gens. J'imagine que dans la codebase de Tezos, il n'y a pas beaucoup d'objets. Il y en a un peu. Il y en a un peu. Mais pas du tout, ouais. Ce qui est dramatique, parce que le modèle objet d'OCaml est probablement un des plus beaux qui existent dans les langages statiquement typés, avec du polymorphisme structurel, des notions de variables de rangée qu'on ne peut pas manipuler, mais qui permettent de faire du duck typing statiquement typé, grâce à des types équirécursifs, ce qui en fait un langage objet magnifique, et il faudrait s'en servir très souvent. Et Vincent Balla qui avait travaillé sur ce qu'on appelle l'isomorphisme des sommes fortes et qui permettait de comparer des spécifications par leur type. Et donc ça permettait de faire de la recherche de type, par exemple. Et donc, eux, ce sont des chercheurs, donc leur travail, c'est de faire de la recherche. Et là, se pose une question, est-ce qu'on ne ferait pas un framework web pour réussir à développer des applications web en Camel? Et donc la question est légitime, le web est en train de devenir super hype, les gens ont envie de concevoir des applications web. Et alors, comment est-ce qu'on fait un framework web à une époque où les frameworks web ne sont pas encore tout à fait populaires? .NET existe, mais il est relativement confidentiel. On a plus des collections de bibliothèques dans le monde Java, ce qu'ils appellent le Java Enterprise. Seaside Hop sont très confidentiels. PHP est déjà un véritable langage, mais avec quand même beaucoup d'écueils et pas vraiment de manière de structurer du code. Et donc, en plus, ils ne sont pas experts en web. Et donc là, il y a une première approche qui est généralement l'approche pragmatique. Alors pragmatique, c'est un terme que, quand je mets pragmatique, ça veut dire efficace. Maintenant, le terme pragmatique est devenu un petit peu galvaudé parce qu'on dit par exemple que Kotlin est un langage pragmatique. Pour moi, quand on dit que Kotlin est un langage pragmatique, c'est généralement un langage qui ne s'intéresse pas aux choses intéressantes qui se font ailleurs, comme par exemple Scala. Donc pragmatique peut vraiment passer pour une manière méprisante de parler de technologie. Là, je vais vraiment dire l'approche qui tente d'aller à l'essentiel. Donc on va comparer, expérimenter l'existant, on va prendre des notes en se disant « moi, j'aime pas trop cette implémentation, je trouve ça désagréable, je perds de la sûreté, etc. » Ça, c'est l'approche très pragmatique. Mais là, on a 2 chercheurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis? Ils ont cherché et ils ont trouvé une manière très simple de comprendre comment faire une application web. Ils ont commencé par implémenter un navigateur web. Tadam! Incroyable, oui. C'était pas Meux? Non, en fait, Meux, c'était des primitifs qui permettaient d'expérimenter un navigateur web. Là, c'était au browser. Donc, c'est une machine virtuelle, OCaml, qui permet de simuler le JavaScript et des pages web. Alors, dit comme ça a l'air complètement idiot. J'espère qu'ils ne regarderont pas la vidéo. Hein. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais par contre, dit comme ça a l'air d'être une solution très peu pragmatique. Implémenter un navigateur web pour comprendre comment faire une application web. Et c'est là où je trouve que cette approche, elle est géniale, et c'est pour ça que je trouve que ce framework est génial. Cette construction empirique, elle amène des raisonnements qui sont extrêmement avant-gardistes. Vraiment des conclusions édifiantes. Il y a eu du renommage terminologique, mais qui a du sens, et qu'on verra un peu après. Et donc, on pourrait vraiment se moquer de la démarche, mais en vrai, elle est super pratique. Et en partant de zéro, en mode clean slate, ça évite de dupliquer des erreurs historiques qui existent depuis très longtemps. Donc en fait, l'approche est très bonne. Donc, quelles sont les premières conclusions qu'ils ont eues? La première, c'est l'importance du JavaScript. Alors en 2003, l'importance du JavaScript, c'est quand même... c'est avant-gardiste. C'est une très bonne prise de décision. Alors, donc ils ont une intuition sur la richesse de l'API et son évolution potentielle, parce qu'ils se rendent compte, et donc ça c'est un peu le deuxième point, que les navigateurs, il y en a plusieurs, c'est plusieurs contextes d'exécution. Alors ils le voient directement comme l'assembleur du web. Le JavaScript, ça peut être une cible de compilation. Et quand on fait du Camel, qui est un langage qui a un système de type extrêmement évolué, on se dit, JavaScript, ça peut être une très bonne cible de compilation. Et ils se rendent compte aussi que cette séparation entre le client et le serveur, elle n'est pas spécialement pertinente non plus. Okay. Après, donc, ils se disent, le browser, c'est juste un contexte. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de considérer que notre browser, c'est juste un contexte d'exécution de l'application traditionnelle? Et ça, c'est une très bonne idée. Alors, ça peut faire tourner des applications arbitraires, et c'est d'ailleurs exactement la direction dans laquelle a été WebAssembly plus tard. C'est de se dire, en fait, on peut exécuter n'importe quoi dans un navigateur web. Mais par contre, il introduit quand même des subtilités qui leur sont propres. Le navigateur, il a des particularités qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Et qu'on peut
abstraire certains détails d'implémentation, et puis ça pose une question, l'importance des standards web, parce que quand on a 15 navigateurs, ben, c'est potentiellement dur de réussir. Alors maintenant, on a des standards du web, mais on a Google qui décide de ne pas respecter ces standards du web. Mais globalement, les standards du web ont permis d'améliorer la situation. Et après, cette notion de modèle d'évaluation très compliqué, ben, lui, il montre à quel point faire du web, c'est très difficile. On est en train d'imaginer que le web, c'est facile, mais on arrive à un moment où le web est relativement peu populaire et des étudiants n'ont pas encore découvert le site du zéro. Et donc, en fait, ben, quand on vient de la création d'une application classique, eh ben, on découvre des nouvelles choses quand on décide de faire une application web, c'est cette notion de transaction d'état. À chaque fois qu'on actualise une page, eh ben, on renouvelle notre état. La persistance des informations entre les différentes pages ou les différentes séquences de navigation sont complexes. Et le bouton précédent et suivant, qui lui différencie complètement le contexte d'exécution qu'on peut avoir. Parce que dans tous les logiciels qu'on a, on n'a pas de bouton précédent. Et quand je dis bouton précédent, c'est arriver à l'état précédent dans le logiciel. Ce n'est pas le CTRL-Z qu'on pourrait avoir dans Inkscape ou Krita. Donc, ils arrivent à ces conclusions-là, ce qui en 2003 est vraiment bien en fait. Parce que très souvent, les premières applications Flash ne supportaient pas le bouton précédent. Je pense que la première industrielle à l'avoir faite, c'était Deezer, qui avait utilisé des encres pour réussir à gérer cette persistance d'état grâce à l'URL. Donc, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Ben, aux alentours de 2003, il commence un projet qui s'appelle JS of OCaml. Alors en OCaml, on a souvent des tatata of tatata, qui a une erreur de traduction parce que OCaml, c'est un langage issu de la recherche française. Et l'idée de JS of OCaml, c'est on prend du JavaScript et on le transforme en OCaml. Alors, c'est un peu plus subtil que ça, en fait. Ils ne vont pas transformer l'arbre de syntaxe JavaScript, Camel en JavaScript. Ils vont prendre, Camel, c'est un langage qui a de la compilation native et vers un bytecode, une machine virtuelle. Et bien, ils vont convertir le bytecode de Camel en JavaScript. Ce qui fait que ça fait des bundles qui sont illisibles. Mais pourquoi s'amuser à lire la cible d'une compilation? Et en fait, l'idée est très bonne parce que ça permet d'avoir une évolution rapide. OCaml, c'est un langage qui a une nouvelle version tous les 6 mois. Et donc, comme le bytecode est relativement stable, JS of OCaml demande une maintenance minimale pour continuer à être capable d'exécuter, de compiler des programmes Camel complexes vers le navigateur. Donc ça, c'est probablement un des restes les plus importants dans le projet Oxygène parce que les gens s'en servent toujours. JS of OCaml, c'est vraiment un projet merveilleux. Et alors, il a été démarré en 2003, la première release vraiment stable, c'était 2006. Mais en 2006, c'était avant l'avènement de Axe, c'était avant les langages ne compilaient pas vers JavaScript. Donc c'était une très bonne idée. Incroyable. Alors, cette notion de capturer les points d'abstraction, essayer de comprendre le fait qu'on peut avoir une application comme étant une application normale et pas juste web, ben ça implique de trouver les points dans lesquels on a des détails d'implémentation qui sont liés au fait qu'on est dans le web. Et donc un de ces exemples, c'est la notion de la requête HTTP, qui est totalement un détail d'implémentation. Une requête HTTP, en fait, ben, on sait que c'est une manière d'accéder à des ressources, mais en fait, on pourrait juste considérer qu'elle peut aussi gérer les transitions d'état, mais on pourrait juste abstraire tout ça en se disant, ben, on peut ne pas se soucier de ces requêtes HTTP. Et alors, on voudrait aussi contrôler le point transactionnel. Chaque fois qu'on change de page, on réenvoie une requête HTTP. Si on a un bon modèle d'abstraction, on peut imaginer qu'on a une manière de propager l'information qui ne repose pas sur cette nature transactionnelle avec des stratégies de mise en cache. Et après, la notion d'abstraction de documents. Donc, actuellement, dans un browser, on écrit du JavaScript. On peut abstraire aussi la manière de reprendre un document web. D'accord? Et alors, pour moi, c'est un ensemble de conclusions qui sont extrêmement riches. Et je trouve que même ils les ont eu en 2003, je trouve que les avoir en 2025, c'est pas si évident que ça. Parce qu'on nous a aussi martelé l'esprit avec des manières affreuses de faire du web. Et donc maintenant, on va voir de quelle manière ça se matérialise. Alors, il y a plusieurs papiers qui sont un peu les points essentiels de cette présentation, parce que, comme je le dirai un peu à la fin, Oxygène est discutablement utilisable pour le moment. Mais donc concrètement, le premier papier, il y en a eu plusieurs itérations, ça c'est la version de 2014, il y a une version de 2006, qui s'appelle « Repenser les interactions web traditionnelles ». Donc, ce n'était pas encore théorie and implementation, parce qu'il n'y avait que la théorie. Qui est un papier qui est très amusant parce qu'il pose des points terminologiques différents. Et ça, c'est une corrélation directe avec cette notion de point d'abstraction. Par exemple, on ne parle pas de requête post, put, patch, delete, on parle d'étapes bookmarkables ou non bookmarkables. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, une requête get, elle est bookmarkable, on peut l'ajouter dans nos favoris, une méthode post, elle ne l'est pas. Et donc ça sert cette notion de point d'abstraction. Après, donc, il y a from bytecode to JavaScript, une description assez technique de comment le compilateur JS of OCaml fonctionne, et dans lequel ils ont des benchmarks dans lesquels ils montrent que JS of OCaml est très performant. Alors la raison pour laquelle il est extrêmement performant, c'est parce qu'en fait, les moteurs JavaScript sont très performants, ils font des inlining agressifs, et V8 est vraiment incroyable. Mais donc ça explique la manière de traduire un bytecode vers du Camel vers du JavaScript. Puis donc là, il y a Helium, on va voir après ce que c'est qu'Helium, mais qui est vraiment l'outil qui va permettre de fournir ces fonctionnalités multitiers. Et puis après, donc, ça c'est un peu l'évolution du premier papier qui explique les retours d'expérience sur Helium dans des contextes industriels et de recherche. Et donc ces papiers sont très amusants à trouver, c'est plus ou moins globalement les mêmes auteurs, Jérôme Bouillon, Vincent Balla et Gabriel Radan, et ils sont trouvables sur Internet assez facilement quand on tape Oxygène avec un C. Je pense que vous tomberez d'office sur le site oxygène.org.
Et puis après, la thèse de Gabriel Adam qui explique tout le schéma de compilation, parce qu'on verra que réussir à gérer du multicontexte, ça pose des problématiques de typage qui sont un peu laborieuses. Donc, dans les grandes lignes, donc les matérialisations concrètes qu'on a eues de ce projet, donc on a JSFOCML que j'ai déjà un peu évoqué, et qui introduit aussi des mécanismes de liaison qui permettent de faire des bindings. Donc ça veut dire que comme JavaScript a une API qui est globalement instable et un écosystème qui est richissime, eh ben, JSFOCML fournit des manières de communiquer en fournissant une API typée par au-dessus d'appels non typés, avec des stratégies syntaxiques pour composer avec le côté très très variable de certaines expressions JavaScript, et aussi des primitives de programmation fonctionnelle réactive. Et ça, on va le voir après, c'est très important pour avoir cette notion de bidirectionnalité et le fait de pouvoir casser le côté transactionnel du web. Alors après, on a Helium, donc Helium Oxygen, si vous avez la blague. Donc lui, c'est le framework général qui va permettre de faire la glue entre JSFOCML et des applications CAML classiques. Donc c'est un framework multitiers qui va vraiment être capable d'exprimer des fragments. 10 minutes, magnifique. Ça va être très très chaud. Merci beaucoup. Qui va permettre d'exprimer des fragments côté serveur et côté client et de les faire interagir entre eux. Donc là, je rappelle un peu la notion de tierless et multitiers, donc c'est globalement la même chose. Donc il y a la notion de description de service qui est le point d'entrée d'une application. C'est un peu l'équivalent de l'URL, mais en abstrayant la notion d'URL et de verbe HTTP. Et puis après, on a alors différentes stratégies d'unité du progrès du calcul. Alors là, c'est une expression très pédante pour dire, en fait, parfois, la page, elle n'est pas rendue de manière directe. Parfois, on va streamer le côté de la page. Parfois, on va attendre des résultats. Ça, c'est particulièrement visible dans le modèle d'évaluation de JavaScript, où on a besoin de synchroniser des appels avec des promesses. Et donc, le but d'une promesse, parfois, les gens pensent que c'est faire de la synchrone, alors que c'est de synchroniser des appels asynchrones. Et donc, tout ça, ça a un ensemble d'appellations qu'on peut appeler les continuations. Il y a plusieurs manières de gérer des continuations. Et donc elles sont matérialisées par une bibliothèque qui s'appelle LWT. Donc LWT, il me semble que c'est une des premières implémentations concrètes de la notion de promesse avec ce qu'on appelle une API monadique, donc une manière de séquencer ses opérations et d'avoir différentes primitives. Historiquement, ça n'a pas été développé dans Oxygen, ça a été développé dans le projet Unisson, qui est un outil de synchronisation de fichiers, donc pas le langage de programmation, un outil de synchronisation de fichiers extraordinaire, écrit en OCaml, qui malheureusement dépend de la version OCaml et utilise le format Mashal pour partager l'information. Donc dès que vous faites une mise à jour d'OCaml, tout votre partage de fichiers est cassé, mais qui est un logiciel qui était très très beau en termes d'objets théoriques. Et donc qui a été extraite pour devenir un projet indépendant et qui est maintenu essentiellement historiquement par Jérôme Bouillon et maintenant par d'autres personnes qui continuent le maintien de LWT et qui est une des bibliothèques fondamentales pour faire un genre de concurrence structurée. Depuis Camel, on a changé de runtime, donc on a des opportunités d'optimisation en ayant de la programmation multicœur, mais actuellement LWT reste encore utilisé, même si des gens commencent à tenter de converger vers le style direct. Et alors XML, ça c'est une manière de décrire des documents XML typés, donc ce qui permettait pour toute application OCaml de mettre Oxygen, de mettre un petit badge XHTML valide en bas de ces pages, ce qui maintenant n'a plus beaucoup d'importance, mais à l'époque était dramatique puisque les gens ne respectaient pas toujours les standards du web, et le fait de respecter le W3C, c'était important. Et quand je parle de description de documents XML typés, ça veut dire que c'est au niveau de la compilation. Donc on a des combinateurs fonctionnels qui permettent de décrire des documents XML, et donc HTML, et leur API est typée en fonction du DTD de HTML5, de XHTML, etc. Le tout uniquement en utilisant des types fantômes. Donc pour ceux qui étaient à la présentation sur Rust, sur les design patterns, c'est un peu proche du type state, on encode les différents types de balises qu'on peut avoir. Donc si par exemple je mets un div dans un span, le compilateur va rejeter le programme en me donnant une erreur qui est discutablement lisible. Et plein d'autres outils qu'on n'a pas le temps de survoler maintenant. Donc la notion de service, c'est un peu un des points qui est essentiel, c'est cette notion de point d'entrée de l'application. Donc en gros, plutôt que de dire je vais avoir un fichier qui va être servi par du Apache ou du Nginx, on va dire j'ai une description d'un point d'accès à mon application. Et donc ce point d'entrée, il a des préconditions. La précondition, ça peut par exemple être un chemin ou un terme HTTP. On va décrire un service comme étant quelque chose de gettable, postable, putable, etc. On a donc le verbe HTTP va indiquer la notion de bookmarkabilité du service. On peut aussi avoir une relation avec des sessions. Il est vrai que le système de session de Oxygen est extrêmement évolué. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de faire un talk sur Oxygen. Et on peut avoir vraiment plein de préconditions qui sont attachées à la description de ces services. Alors on l'attache à un contrôleur. Un contrôleur, c'est juste la manière dont on va rendre un fragment de document. Donc ça peut être en continu avec une promesse, ou alors directement un document HTML, ou un document HTML réactif. Et on sépare la déclaration de la définition. Et donc cette séparation, alors nous en Camel, on adore faire ça. On adore séparer notre déclaration de notre définition, comme ça on a de la compilation séparée, ce qui fait que par exemple, compiler le compilateur entier de Camel, ça prend entre 5 et 10 minutes en mode bootstrap, ce qui est probablement plus rapide que de compiler un Hello World dans ce cas-là, ce qui est magnifique. Et donc le fait de séparer les choses, ça nous donne déjà de la vitesse et de la performance, mais ça nous permet aussi d'éviter d'avoir cet entrerelacement complexe qui sont des récursions soit mutuelles, soit ouvertes, qui fait que j'ai envie que des services puissent appeler d'autres services, puisqu'on va servir des services pour générer les liens,
les points d'accès de page en page ou les cibles d'un formulaire. Et si jamais on devait les déclarer linéairement, potentiellement on pourrait se demander mais quand est-ce qu'un service peut accéder à un autre service? Et on devrait utiliser de la liaison tardive pour être capable de résoudre ça. Et donc, oui, 5 minutes, merci. Et donc cette séparation permet de, on déclare notre service et puis après on peut s'en servir dans d'autres services pour faire des connexions entre les deux. Donc cette approche elle est trop cool parce que donc, on peut générer nos URL de manière typée et surtout on garantit que nos services existent toujours et qu'on ne cache jamais nos liens internes dans notre application. Les liens externes, ça on peut les casser parce que si jamais j'ai fait un lien vers Google et puis Google meurt, on peut toujours rêver, mon compilateur ne pourra pas me dire quelque chose puisque mon application aura déjà été compilée. Et alors on peut décrire des services côté serveur, côté client, ou partagés. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et ces services peuvent partager des informations de typage. Donc, par exemple, je peux créer un élément côté serveur, l'envoyer côté client, et avoir des garanties de typage sur la présence de cet élément ou non. Et on peut faire l'inverse. On peut créer des éléments côté client et les envoyer côté serveur. Et donc ça pose des points très très subtils de compilation, qui sont liés au fait d'envoyer des slices d'informations de typage, qui fait qu'on a énormément de papier pour parler d'Oxygène. C'est parce qu'en fait, en termes d'objets théoriques, c'est magnifique. On type des RPC qui sont complexes, qui dépendent de l'exécution, et qui veulent nous garantir que dans un scope donné, on a toutes ces informations de typage. Je ne sais pas si, comme moi, ça vous émerveille, mais moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment incroyable. Oui, magnifique. Et alors oui, cette notion de progrès de calcul, elle permet d'attribuer des cycles de vie différents à des services. Donc on peut imaginer que des services vivent pendant le temps d'une requête. Alors je dis qu'on doit abstraire la requête, mais par exemple, imaginons que je suis en train de créer un formulaire, j'ai envie de sortir, de me dire, là, j'ai une erreur, je peux générer un service temporaire qui réagit aux erreurs que j'ai eues dans l'exécution de mon formulaire. Incroyable. Et tout ça se matérialise avec des continuations. Alors les sessions, elles ont une durée de vie, donc ça c'est logique. Par contre, elles ont aussi un scope. Et ça c'est beaucoup plus rare. Donc c'est-à-dire qu'on peut déclarer des sessions qui vont soit exister au niveau du serveur, qui sont les sessions classiques, qui sont au niveau de l'application, un serveur peut avoir plusieurs applications. On peut aussi les faire au niveau de la page. Donc on pourrait dire, là j'ai une URL, et dans cette URL, ma session existe, grâce à des mécanismes de chemin qui sont assez fins. Et aussi au niveau du service, donc à des fragments de page. Ça veut dire que des widgets peuvent avoir des états qui sont partagés avec le serveur et contrôlables par le client, qui sont entièrement scopés et qui ne pourront jamais leaker. Extraordinaire aussi. Je pense que ça vous donne vraiment très envie d'installer Oxygène, vivement qu'on arrive au point négatif. Alors, il y a quand même une question qui est intéressante, c'est avant qu'on ait des serveurs side event ou des WebSockets, comment on fait des choses comme ça? Parce que maintenant, on a des outils pour le faire, qui sont souvent mal utilisés. Dans Elixir, ils ont décidé que les WebSockets, c'était le canal de communication, alors qu'on n'a pas toujours 15 000 clients qui broadcastent. Les serveurs side event, c'est une approche qui est disponible depuis HTTP2 qui fonctionne beaucoup mieux. Ils ont utilisé deux choses. Premièrement, Comet. Alors Comet, ça s'incarne d'une manière très simple, on fait une animation flash de 1 pixel qui fait du long polling pour nous. Très très beau design, popularisé par Facebook en 2006. Et alors un framework robuste de programmation fonctionnelle réactive. Et là, c'est là où les Romains s'empoignèrent, ce framework s'appelle React. C'est pas du tout React de méta, c'est React, une bibliothèque de programmation fonctionnelle réactive à base de signaux dont l'API est discutablement pédagogique, mais qui a le mérite de rendre Oxygène capable de faire ce temps réel souple et d'avoir des applications qui communiquent de manière aussi riche. Et alors, grâce à tous ces outils, on obtient plein de choses extraordinaires. Donc, je n'ai pas du tout parlé des fonctionnalités intéressantes d'OCaml, mais si vous voulez, sur mon site internet xvw.lol, il y a un article de 50 pages qui explique pourquoi j'adore OCaml. Et je vous invite à le lire et puis à faire des patchs pour corriger les fautes d'orthographe. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir de l'inférence de code. Donc, pas l'inférence de type, on peut inférer du code et des programmes. Par exemple, on peut générer des formulaires. Et générer des formulaires, c'est un problème très très compliqué, parce qu'on voudrait pouvoir générer des formulaires, mais pas comme un scaffold de Ruby. On voudrait contrôler les représentations qu'on est en train de manipuler. On peut générer des liens aussi, ça j'en ai déjà parlé. Alors, on a des applications en style continu. Une manière de constater le style continu, c'est Hacker News. Quand vous allez sur Hacker News, vous voulez poster un commentaire, vous n'êtes pas connecté, on vous demande de vous connectez, et bam, le commentaire est posté. Donc ça se fait de manière manuelle très facilement. C'est fait de manière systématique parce que Hacker News est écrit en ARC, qui est un Lisp, donc il y a beaucoup de continuation en Lisp, qui va serialiser la continuation et qui va l'exécuter une fois que la requête aura été envoyée. Et bien ça, Oxygène permet de manipuler ça avec une notion de flow. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment donner l'impression qu'on n'a pas cette nature transactionnelle du web et on passe de page en page et puis grâce à des représentations un peu diffées du DOM, ça les affiche de manière élégante. Alors, donc en fait, on se rapproche vraiment des applications classiques. On pourrait imaginer une application terminale dans laquelle on n'a jamais reçu une page et les informations arrivent en continu grâce au modèle de calcul d'Oxygène. On a une communication bidirectionnelle, ce qui est pour moi un véritable exploit parce que c'est toujours mal fait dans la technologie actuelle. Il faut utiliser des trucs comme Spring Reactor qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas réactifs. Et on peut maîtriser le cycle de vie des services. Et ça, c'est très impressionnant. Et comme on contrôle les documents, on peut générer des applications mobiles comme avec Cordova, etc. Donc en pratique, on va vraiment j'ai presque fini. On va à l'encontre de cette notion de back-end et de front-end, et ce qui n'est pas plus mal parce que moi, de mon point de vue, donc très souvent sur Internet, on voit des gens qui se battent pour savoir qu'est-ce qui est le mieux. Moi, je trouve à titre personnel que le front-end, c'est beaucoup plus rigolo que le back-end. Le back-end, c'est un monde de chaînes de caractères dans lequel on parse du JSON et on renvoie du JSON. Et parfois, on doit faire des requêtes SQL, ce qui est particulièrement ennuyant. Alors que le front-end, on doit manipuler des interactions utilisateurs, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on a des développeurs back-end qui sont complètement déconnectés de l'expérience utilisateur des requêtes qu'ils ont envie d'envoyer, et des développeurs front-end qui demandent toujours de plus en plus de choses.
Et donc ça, c'est infernal, ce qui fait que maintenant, on a inventé, enfin maintenant, c'est déjà devenu des UE, mais cette notion de GraphQL qui dit, en fait, concrètement, le fait d'avoir des API REST pour communiquer avec un seul client, parce que très souvent, on a peu d'utilisateurs, on fait de l'informatique, hein, on n'est pas Elon Musk, on se retrouve à avoir un seul client qui va utiliser une API REST, qui va faire 25 requêtes pour récupérer une seule information, alors qu'en fait, notre serveur aurait pu juste lui envoyer l'information. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on va créer GraphQL, qui a un langage, qui va permettre de décrire cette requête, et puis vous, le back-end, vous allez écrire 25 000 adaptateurs pour qu'on puisse collecter toutes ces requêtes. Infernal. Donc pour moi, REST, c'est vraiment nul. Et donc cette séparation des métiers, elle est affreuse parce qu'on fait globalement le même métier, et pourtant on considère qu'un développeur front-end est nul en back-end et qu'un développeur back-end est nul en front-end, essentiellement parce que les frameworks front-end sont tellement compliqués que tout le monde est nul en front-end en fait. Et réussir à dire, en fait c'est notre même métier et on s'intéresse à hydrater la donnée, la transformer, la produire, ça permet à tout le monde de parler le même langage et d'améliorer cette communication qu'on a entre différentes équipes et d'introduire potentiellement une sensibilité design au sein de la conception d'application, pas juste dans son sens architectural. Donc de mon point de vue, c'est très bien. Alors grâce à la réactivité de la sûreté, par du typage, la notion de gestion de cycle de vie et de scope de session, on a des applications qui sont globalement plus difficiles à pirater. Et ça a été battle-testé puisqu'il existe un réseau social, Bisport, pour des gens qui font du sport, qui a été mis en production pendant plusieurs années. Et alors, en vrai, cette espèce de modèle qui mélange un peu client et serveur, il est complètement validé par l'évolution qu'on a eue des standards web. Parce que, GraphQL, c'est un exemple, même si les gens s'en savent plus trop, mais cette notion de HTMX, HTMX qui consiste à mettre directement des handlers de fonctions dans du HTML, le fait d'avoir du server-side rendering, pour dire, en fait, ce serait quand même bien que le serveur continue de générer des pages, et puis TypeScript, qui est quand même l'aveu que les langages statiquement typés, c'est l'avenir, montre, et puis alors, j'ai rajouté les suspensions de requêtes côté React, ça donne complètement raison à cette approche qu'Oxygen avait eue en 2003, ce qui est magnifique. Alors, pourquoi c'est marginal? Grande question, hein. Si ce framework est extraordinaire, et ne me dites pas parce que c'est OCaml, les gens apprennent OCaml à la fac. Parce que parfois, ça impose un modèle de programmation beaucoup plus compliqué. Le côté transactionnel des pages, il est facile. Ça veut dire qu'on peut très rapidement, on sait qu'un valider du cache, c'est très compliqué, mais ça veut dire qu'on peut se dire, là, je ne me soucie pas vraiment de cette chose. Je considère qu'elle va être garbage collectée par le rafraîchissement de ma page. Et donc, maintenir des états, ça peut être très compliqué, et donc, ça rend certaines applications plus complexes. Elle est génie en tout petit, mais comme souvent, hein, tout souvent en programmation fonctionnelle, on rend l'exemple plus compliqué extrêmement simple, et puis tous les plus simples beaucoup plus compliqués. Alors, la documentation, un peu optimiste. La documentation a tendance à assumer que les gens savent beaucoup de choses. Et le développement était un peu opaque. Ça s'est lié au fait que c'est un projet de recherche et qu'en plus, il est arrivé dans le monde privé comme un projet d'entreprise. Donc eux, ils ont fait leur tambouille et puis ils communiquaient relativement peu avec la communauté, ce qui fait que le langage, la technologie a continué à évoluer, mais sans être très très transparent sur les modifications du framework. Alors, l'intégration avec les toolings est largement plus compliquée. Là, c'est un peu mon travail puisque je travaille là-dessus. Mais concrètement, on a 3 contextes de typage différents. On a le client, le serveur et le partagé. Donc la complétion change. Le partage, ça veut dire qu'il faut penser aussi à l'interaction avec l'éditeur, ce qui fait que, de mon point de vue, c'est très compliqué. Il faudrait lancer 3 LSP qui se partagent des informations et qui gèrent ces slices de compilation. Et puis après, la mauvaise foi des détracteurs, alors ça c'est comme tout. Hein. Très souvent, les gens nous disent que, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait parce qu'ils confondent le fait d'être modulaire ou le fait de regrouper ces informations comme de l'anti-modularité, alors qu'ils utilisent des langages qui n'ont pas de module, alors qu'OCaml, on a un super langage de module, donc on sait ce que c'est que la modularité. Et puis qu'en fait, les gens vont dire « Ah, mais c'est pas bien, c'est OCaml, c'est pas F#, blablabla, ou c'est pas Rust ». Et donc globalement, une des raisons qui font que les gens se sont dit « Oxygen, c'est pas sérieux », c'est parce qu'il y a des menteurs sur Internet. Et donc il faut les chasser. Allez sur Hacker News et commentez. Ça, c'est peut-être aussi un peu de la mauvaise foi de ma part. Et donc, on arrive à la fin. Donc c'est un projet qui est toujours développé. Donc récemment, Oxygen a reçu une grante NLNet pour enlever le WT, donc cette promesse un peu complexe, et passer dans du style direct. On verra ce que ça donne. Ça continue à être une inspiration pour moi. Je trouve ça trop cool. Chaque fois que je relis un papier d'Oxygen, je me dis oh, ils avaient tellement raison. Et la documentation s'améliore progressivement, lentement mais sûrement. Donc en vrai, pourquoi le faire même quand on ne fait pas d'OCaml? Ça permet d'anticiper un petit peu l'évolution des technologies web. Et beaucoup de frameworks modernes s'inspirent de ces dinosaures d'innovation, honnêtement. Et puis après, ça permet d'apprendre des modèles amusants. Et on fait quand même de l'informatique parce que c'est marrant. Magnifique. Donc, moi j'ai trouvé ça très rigolo de voir une démarche empirique pour concevoir un framework web. Et il y a quand même une dernière question, est-ce que ça vaut le coup? Si on aime bien du CAML, oui. Si on est curieux, oui. Si c'est amusant, oui. Donc ça vaut tout le temps le coup. Question, les bases de données, parce que ça j'en ai pas du tout parlé. Donc les bases de données, c'est un problème de typage qui est très compliqué. Personne ne sait comment on type correctement l'interaction avec une base de données. Tous les outils sont nuls pour le faire. Oxygen n'a pas manqué l'occasion de faire un mauvais outil pour communiquer avec une base de données. Donc il y a deux choses. Il y a un outil d'abstraction sur les bases de données clés-valeurs qui fonctionne très très bien, c'est fini. Par contre, les requêtes SQL, il y avait un DSL qui s'appelait Macaque qui utilisait des préprocesseurs pour faire des requêtes SQL illisibles. Avec tout le respect que j'ai pour la personne qui a créé Macaque, personne ne voulait s'en servir. Et donc ça, c'est une question ouverte. Et si vous voulez contribuer à l'écosystème OCaml, utilisez Oxygen et faire un driver de base de données SQL très très compliqué que personne n'arrivera à maintenir, eh ben, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ?
pas si on a le temps pour les questions. Normalement, elles sont dans les 25 minutes. Ah, C'est très court. rapidement, Igor. La question que je me pose, c'est du coup, tu es obligé d'avoir l'état qui est partagé entre back-end et front-end, désolé du terme. Ouais. Est-ce que ça, ce genre de modèle, ça va se caler avec beaucoup d'utilisateurs sur le même set pour un... Ouais. Bah alors, c'est une question, la persistance d'état est complexe, et a priori oui, parce qu'on a vraiment un réseau social qui l'a démontré. Et en fait, grâce à des stratégies un peu smart de mise en cache de ces états intermédiaires, qui doivent parfois être un petit peu manuels malheureusement, eh ben oui c'est possible. Donc la question c'est est-ce que ça scale? La réponse est évidemment.